Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est sur une riche terre d'abbaye où le folklore est bien présent, où les rivalités des temps passés sont désormais estompées, que nous vous donnons rendez-vous. C'est en effet depuis Malmedy que débute notre balade. Elle va nous mener jusqu'aux portes de Trois-Ponts en passant par Stavelot. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. À quelques coups de pédale à peine du Ravel, Malmedy déploie son cœur de ville au charme indéniable et au riche patrimoine architectural. Comme sa voisine stavlotaine, la cité a fait partie, durant plus d'un millénaire, de la principauté de Stavelot-Malmedy, fondée par Saint Remacle en 648. Cette même année, le moine a construit son premier monastère à l'emplacement qu'il occupe encore aujourd'hui. Au cours des siècles, les bâtiments ont été endommagés, détruits et reconstruits. Ceux du XVIIIe siècle subsistent toujours et abritent désormais le Malmundarium, un espace touristique et culturel qui s'apparente à une véritable vitrine de la ville. Aux côtés du Malmundarium, la cathédrale lance fièrement vers les cieux sa façade encadrée de 2 tours à clocheton. Dédiée aux saints apôtres Pierre et Paul et à saint Quirin, le patron particulier de Malmedy, elle a été construite en pierre d'Arcose à partir de 1776 selon les plans de l'architecte sculpteur Charles-Antoine Gallhausen. De votre déambulation, vous ne raterez pas non plus d'autres bâtisses remarquables comme le somptueux hôtel de ville ou encore les villages Teisel et Lang avec leurs nombreuses fioritures architecturales. Un peu plus loin, la place Albert Ier est marquée par l'obélisque Fontaine, édifié en 1781 par Jacques de Hubin, l'avant-dernier prince abbé de la principauté. S'il est le témoin de l'histoire mouvementée de Malmedy, il voisine avec un patrimoine exceptionnel de Wallonie. Audrey Degrange, bonjour, vous êtes journaliste à Télévesdre. Nous sommes ici au cœur de Malmedy. On dit bien Malmedy, pas Malmedy. Ah non, Malmedy, sinon on va froisser les sensibilités. Alors ici, on est à 2 pas de la célèbre place Albert Ier. Une place qui est célèbre parce que lors du Quarmé, eh bien c'est ici que les Haguettes viennent faire leur traditionnel rondeau. Et vous avez voulu pousser les portes d'un endroit un peu exceptionnel, même tout à fait exceptionnel ici. Oui, la maison d'Esther, dite maison Villers, qui se trouve derrière moi. En fait, c'est une maison qui est classée patrimoine exceptionnel de Wallonie. Et alors, elle est vraiment exceptionnelle à plus d'un titre parce qu'elle a survécu au temps et aux événements. Il faut savoir qu'en 1689, Malmedy a été ravagée par les flammes et cette maison est la première maison qui a été reconstruite en dur. Et puis elle a aussi miraculeusement échappé au bombardement allemand de 1944. C'est d'ailleurs un des rares derniers témoins de l'architecture malmedienne patricienne du XVIIIe siècle. Oui, si on regarde sur le fronton, elle a été édifiée en 1724 par de riches bourgeois tanneurs. Alors ces riches bourgeois, ils ont eu un malin plaisir à vraiment faire étalage de leur fortune, mais aussi du savoir-faire finalement des artisans, parce qu'une fois à l'intérieur, on va se rendre compte qu'il y a énormément de détails qui permettent une lecture vraiment sociologique grâce à cette maison. Une maison qui est unique aussi parce qu'elle n'a eu qu'un seul propriétaire, une seule famille. Donc la maison Villers, c'est bien la dernière personne qui y habitait, c'est Mademoiselle Villers, elle est décédée en 2003 et donc maintenant elle est propriété de la ville de Malmedy, elle a été rénovée et on peut venir la visiter, mais attention, sur réservation. Et alors une fois que vous allez pénétrer à l'intérieur, vous allez voir que le temps semble être complètement figé. On regarde. Bonjour, bienvenue à la maison Villers. Et c'est dès le hall d'entrée que la maison Villers vous séduira, tout d'abord par ses carreaux de Delft, tous différents et de couleur bleue ou manganèse. Au nombre de 850, ils sont les témoins véritables des mœurs des XVIIe et XVIIIe siècles. Un peu plus loin, c'est la cuisine entièrement d'époque qui vous subjuguera. C'est une cuisine d'exception qui remonte à la construction de la maison. Il y a énormément de carreaux de Delft, mais beaucoup plus haut que dans le corridor, puisque c'est une cuisine. Pour l'entretien, c'était beaucoup plus facile. Il y a cette cheminée d'exception aussi, en pierre taillée, avec le manteau en bois, qui remonte à la construction. Il y a les briques réfractaires également. Et alors, nous avons encore un bac en pierre bleue qui remonte aussi à la construction de la cuisine.
Dans toutes les pièces habitées par les propriétaires, il y a maintenant au mur des toiles peintes qui recouvrent les murs, qui remplacent peut-être les tableaux qu'on n'avait pas à l'époque, qui donnent de la chaleur aux pièces et qui permettent de voir comment on vivait ou comment ça se passait à l'époque. Et ce qui est caractéristique ici dans cette pièce, c'est les encadrements de portes et tous les lambris, c'est du chêne, mais du chêne ciselé. À l'étage, ce sont les salons de réception qui se dévoilent, pièces maîtresses de la vie quotidienne, calquées sur les habitudes et la façon de vivre à la cour de France. Ce salon de chasse est un salon d'apparat qui permet de montrer sa fortune, permet de montrer qu'on était en bon terme avec les princes abbés et avec les souverains régnants. Et pour preuve qu'il faisait partie des privilégiés, ces bourgeois tanneurs avaient fait peindre les différents types de chasse qu'ils pratiquaient à l'époque, dont le plus prestigieux était la chasse à courre. Plus qu'une simple visite, la maison Villers vous offrira une plongée on ne peut plus authentique dans l'histoire avec un grand H. Vous auriez aimé passer encore davantage de temps à Malmedy, mais l'appel du Ravel était lancé et le rutilant macadam qui recouvre l'assiette de l'ancienne ligne 45 n'attendait que vous. Le tronçon de 9 km reliant Malmedy à Stavelot constitue un record de lenteur dans l'histoire du chemin de fer belge. S'il a été construit en 5 ans, il a suscité plus de 50 ans de débats et négociations. Au gré de votre progression, vous apprécierez l'agréable couloir de verdure, les panoramas sur le bocage ou la vallée de la Warche et vous amuserez des traversées de tunnels. En route, vous vous souviendrez aussi qu'en ces lieux et en des temps bien plus tristes, 2 rudes combats ont opposé les voisins malmediens et stavelotins. Et puis, en contrebas du Ravel, Stavelot s'étalera de tout son long. Ici encore, vous ne saurez où donner de la tête, tant de merveilles s'offriront à votre regard, à commencer par le bel ordonnancement de la Grand Place. Classée comme site, elle est dédiée à Saint-Remacle et compte encore de nombreuses et belles demeures du début du XVIIIe siècle, après que la ville ait été détruite par les troupes de Louis XIV. En son centre trône l'incontournable fontaine Perron, associée à la fois à la paix et aux vertus magiques de son eau. Et à propos de magique, c'est en un autre haut lieu que vous marquerez une nouvelle pause. Virgile Gauthier, bonjour, nous sommes ici dans un cadre exceptionnel. Où sommes-nous ? Chez vous ? Mais oui. Mais encore ? Mais voilà, nous sommes vraiment à la porte des Ardennes, c'est Stavelot. Ici, nous sommes dans l'histoire millénaire. C'est la plus ancienne fondation monastique de Belgique. Elle a été créée, cette abbaye de Stavelot, par Remacle, un moine d'Aquitaine qui a trouvé tout son bonheur ici, le long de l'Amblève. Et il a tout compris, comme tous les moines. Il y avait des beaux bois, il y avait de la bonne eau. Et puis, on crée un monastère. Et ce monastère va rayonner pendant des siècles et des siècles sur toute l'Europe entière. Non seulement d'une manière spirituelle, politique, mais également artistique. Alors quels sont les bâtiments qui subsistent de cette époque glorieuse ? Il y a à la fois l'abbaye mais aussi l'abbatiale. Voilà, cette abbatiale en fait nous permet d'avoir un site archéologique tout à fait exceptionnel. Nous sommes d'ailleurs classés au patrimoine majeur de Wallonie. Et ce qu'il en subsiste, c'est bien sûr des ruines de différentes époques, de différents siècles. C'est l'église ottonienne dans toute sa splendeur. Il en subsiste la tour, qui fait 33 mètres. Il faut savoir que le haut de l'église abbatiale avec sa flèche faisait 99 mètres, donc 3 fois la tour. Donc c'est immense, immense, énorme. Et donc c'est un véritable vaisseau spirituel qui prenait place ici à Stavelot. Et puis à côté, bien sûr, il y a l'abbaye. Il subsiste toujours ces bâtiments. On a reconstitué, quand je dis on, c'est la région wallonne, en 2002, une aile conventuelle qui est en fait la galerie vitrée et qui permet à tous les visiteurs de venir trouver une information non seulement touristique, mais également leur bonheur en poussant les portes des musées. Parce qu'ici, il y a 3 musées. 3 musées, bien sûr, le musée... Totalement différents, hein ? Exactement. Il y en a
a pour tous les goûts. Le musée historique de la principauté de Stavelot-Malmedy, donc plus d'un millénaire d'histoire, avec des pièces d'orfèvrerie tout à fait exceptionnelles, puisqu'il y a également des collections du musée d'art religieux. Le musée du circuit de Spa-Francorchamps, qui raconte la légende de ce circuit, du plus beau circuit du monde, avec des bolides incroyables ici. Et puis nous avons également le seul musée au monde dédié au poète français Guillaume Apollinaire, puisqu'il a fait ici un séjour avec sa maman et son frère durant 3 mois. Il est tombé fou amoureux d'une autochtone en la personne de Maria Dubois, et on dit à Stavelot que son inspiration poétique est née chez nous. Virgile, vous êtes incollable sur les lieux. Moi, je vais peut-être vous poser une petite colle. Allez. Si je vous parle de tunnel de Godarville, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Ah ben, je vous invite tout de suite à découvrir. C'est un ouvrage d'art un peu particulier. C'est notre petite minute dédiée au patrimoine fluvial. Un patrimoine que l'on retrouvera le long de la voie navigable, c'est l'écluse. Alors certaines anciennes écluses ont un charme très particulier, mais sur un canal, dans certains cas, l'écluse pose problème puisqu'elle consomme beaucoup d'eau. C'est d'ailleurs pour cela qu'en Wallonie, nous avons des ouvrages exceptionnels, tels les anciens ascenseurs du canal du centre historique reconnus UNESCO, qui permettent de racheter des dénivellations et surtout de consommer moins d'eau que des écluses, ou encore le grand ascenseur à bateau de Strépitieux, et le plan incliné à Ronquière. Et puis derrière nous, un ouvrage d'art tout à fait atypique. Ah, absolument, on connaît les tunnels ferroviaires, ce qu'on connaît moins ce sont les tunnels à bateau. Bien ici nous sommes à Seneffe, c'est le tunnel de Godarville qui permettait aux péniches de franchir une colline. Donc on avait creusé un tunnel de près d'1,5 km, de 1,2 km, et ça permettait aux bateliers de franchir, non pas par des écluses, mais la colline via un tunnel. Et plus tôt, pour les bateaux de 70 tonnes, un autre tunnel existait dans la région de Gouy-les-Piétons pour le baquet de Charleroi lors de la création du premier canal Charleroi-Bruxelles. À quelques encablures de l'abbaye de Stavelot, l'Amblève laisse filer ses flots. Autrefois, ils étaient de première importance dans le développement de la tannerie, dont Stavelot était l'un des centres européens. Aujourd'hui, tel un symbole, le dernier vestige de cette industrie du cuir est occupé par la confrérie des Blancs-Moussis. Reprenant la route, vous continuerez à descendre gentiment sur l'assiette de l'ancienne ligne 45. Son univers sera boisé et vous laissera de ci de là apercevoir les méandres de l'Amblève au fond de la vallée. Aux portes de Trois-Ponts, une ancienne maison de piqueurs, préservée par un passionné de patrimoine ferroviaire, fera office de terminus. Mais puisque vous êtes au pays des sources, vous ne résisterez pas à un petit crochet par la cascade de Caux, la plus importante chute d'eau du pays. Et elle aussi est liée à l'histoire de l'abbaye de Stavelot, puisque ce sont ces moines qui, au XVIIIe siècle, ont creusé la grande chute pour protéger le village en recoupant un méandre de l'Amblève.